Il est 16 heures. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci pour votre fidélité à notre rendez-vous mensuel autour des Jeudis de l'innovation en FLE, organisé par le Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté. Je m'appelle Sophie Haussmann et je suis maître de conférence à l'Université de Franche-Comté et aujourd'hui j'ai choisi de discuter avec vous autour d'une thématique qui intéresse depuis longtemps les enseignants, les ressources et les outils en ligne pour la classe de FLE. Et j'ai choisi cette thématique pour une simple raison. Depuis bien évidemment la pandémie, les enseignants sont montés en compétences dans la prise en main des outils et des applications, dans l'usage et l'intégration des ressources numériques. Et ça m'a paru intéressant de faire le point pour identifier les différents types des ressources et outils et applications en ligne, mais également en citer quelques-unes tout au long de notre rencontre et reconnaître les ressources et les outils les plus marquants justement pour la classe de FLE. Et enfin, comment on peut les intégrer en classe pour pouvoir proposer un scénario cohérent autour de l'enseignement de FLE. Comme vous savez, les langues ont pu profiter du numérique beaucoup plus que d'autres disciplines, puisque à travers le numérique, on peut travailler facilement les 5 compétences, à savoir la compréhension et l'expression orale et écrite et l'interaction orale et écrite. De plus en plus, les enseignants prennent en main ces outils et ils commencent vraiment à les intégrer plus facilement qu'avant. Donc, on va voir que l'offre numérique pour l'enseignement des langues et l'enseignement apprentissage du français spécifiquement est très vaste et déjà très diversifiée. Et ça permet de mettre en évidence le dynamisme du milieu francophone dans le domaine du numérique et l'enseignement. Alors, si je peux commencer par distinguer les différents types de ressources, on va voir qu'on peut s'appuyer sur 5 types de ressources autour de la classe de FLE. On va trouver des ressources didactiques, donc des ressources qui nous permettent nous-mêmes en tant qu'enseignants de s'informer, de s'auto-former et d'être mis à jour par rapport à notre formation. Et ça permet justement de voir l'actualité dans le domaine, hein, quels sont les ouvrages par rapport à la didactique des langues, quelles sont les revues, quels sont les congrès, les manifestations scientifiques. Et ça nous permet également d'accéder à une information intéressante pour pouvoir assister à des webinaires, à des conférences ou bien à des moments comme les Jeudis de l'innovation aujourd'hui. Alors, bien évidemment, parmi les portails les plus connus, et je le dis bien exprès parce que je vois que Cynthia est avec nous et je suis très honorée par sa présence. Cynthia Ed, présidente mondiale de la FIPF. Eh bien, ça tombe très bien parce qu'on va parler du portail de la FIPF, de la Fédération internationale des professeurs de français, qui permet d'offrir aux enseignants une accessibilité à des dossiers didactiques, à des revues comme le Français dans le monde, ou la revue aussi didactique pour l'enseignement du français, recherche et application. Et puis, il donne également accès à tous les congrès qui se font partout dans le monde par les associations des professeurs de français. Alors ça, c'est un portail très connu et puis assez riche pour les enseignants. On peut voir aussi que le réseau des instituts français a pu mettre en place un réseau social qui regroupe tous les enseignants dans le monde qu'on appelle l'IF-Prof. Donc c'est un deuxième aussi portail ou une entrée qui vous permettent de savoir les webinaires qui se passent par l'Institut français de Paris dans le monde, dans le réseau mondial, mais aussi vous pouvez y accéder à différentes ressources proposées par les enseignants. Donc c'est un travail vraiment de communauté de pratique. Et on va voir que les enseignants échangent beaucoup dans ce réseau social et puis
ils échangent sur leurs pratiques, ils échangent sur les expériences qu'ils ont pu mener en classe et ils peuvent également proposer une veille documentaire comme celle qui est proposée par la fédération, enfin, l'ancien CIEP, France Éducation Internationale, le FEI, qu'on appelle la revue Liseo, la veille Liseo, qui permettent de vous donner accès justement à plusieurs actualités dans le domaine. Après, on peut avoir aussi cette possibilité d'accéder à des revues en ligne comme ALSIC, comme Distance Médiation aussi, DML, qui vous permettent d'accéder à des articles de recherche pratique, hein, pas de recherche fondamentale, mais des expériences pratiques. On appelle ça la recherche-développement, qui vous permettent justement de faire évoluer votre réflexion didactique actuelle. Donc ça, c'est un premier type de ressources qu'on appelle les ressources didactiques. Alors, deuxième type de ressources, on a les ressources pédagogiques prêtes à l'emploi. Ce sont les ressources qui sont déjà ils ont été conçus pour l'enseignement du français langue étrangère et on sait que 90% des enseignants, ils ont un usage très pratique de ces ressources comme TV5 Monde, RFI, Bonjour de France, Point du Fleu, les experts. Eh bien, je profite encore de la présence de Cynthia pour mentionner que le site Franc-Parler nous manque beaucoup. Et c'est vrai que c'était un site qui était aussi assez riche également de ressources. Et on a aussi dans cette catégorie-là, ou dans cette typologie-là, les MOOC. Les MOOC qui ont été initiés pour l'enseignement du français langue étrangère, les MOOC de l'Alliance française surtout, pour enseigner le niveau A1, A2, B1, B2, ou les MOOC pour le DELF-DALF. Donc ça a été également, ce sont des ressources prêtes à l'emploi qui peuvent être utilisées telles quelles en classe de FLE et qui sont très riches avec des documents audio, vidéo, support texte, animation ou bien images. Donc ça peut être intéressant de les utiliser et de les mettre en place également. Alors, dans cette catégorie, moi, je mettrais aussi les communautés Web 2.0, donc Babel, Duolingo, Bouzou, LiveMocha. Ce sont des communautés qui regroupent jusqu'à 20 millions d'utilisateurs ou 20 millions d'apprenants de langue et qui permettent aussi de diffuser des activités médiatisées, un travail entre pairs, des tandems, cette possibilité d'échanger avec des locuteurs natifs. Donc, je les mettrai aussi dans cette catégorie-là parce que ce sont des ressources pédagogiques déjà prêtes à l'emploi. Alors, troisième type, pour moi, ce sont les ressources brutes, les ressources authentiques. Alors, ces ressources-là sont très... comment dire, ils sont très marqués. Leur avantage pédagogique ou leur plus-value, c'est bien évidemment l'authenticité. C'est cette possibilité de motiver les apprenants et de les impliquer dans des échanges réels, de favoriser l'autonomie des apprenants et de pouvoir leur permettre d'accéder à des sites de grand public ou bien des sites qui sont aussi dédiés à l'enseignement, enfin, qui sont faciles à être intégrés dans un cours de langue. Donc, on peut voir, il y a un site assez connu qui s'appelle Francolab. C'est un site de ressources de TV5 Québec, Canada, et qui permet justement d'intégrer ces ressources brutes dans le cadre d'un scénario. Alors, ces sites grand public, ce sont les sites culturels, économiques, d'information, les ressources voilà, qu'on trouve, par exemple, le site de la SNCF pour pouvoir proposer un scénario ou une activité autour de la visite de Paris. On va demander aux apprenants de vivre dans une situation bien réelle, de réserver un billet, de comparer les prix, de connaître le parcours. Donc, ce sont quand même des ressources assez intéressantes, les ressources brutes. Alors, une contrainte seulement qu'on connaît dans ces ressources-là, ce sont les droits d'auteur, bien évidemment. Quand on va travailler avec ces ressources, on doit se poser cette question, est-ce qu'on peut intégrer un passage d'un film ou d'une chanson dans le cadre d'un cours? Ça va, mais dans le cadre d'une plateforme ou d'un dispositif qui sera utilisé par un très grand nombre de personnes, là se posent les questions des droits d'auteur et des propriétés intellectuelles, bien évidemment.
surtout l'extrait d'émissions télévisées, l'extrait d'une publicité, par exemple, ou des pages de magazines. Là, ça nécessite de payer les droits. Mais dans le cadre d'un petit cours destiné à 20 personnes, je pense que ça ne pose pas un grand problème. Voilà, donc on exploite ces sites de grand public dans des scénarios assez basiques, hein. Comme vous dites, on a déjà peut-être évoqué ce scénario. On va pouvoir organiser un débat télévisé et puis bah, un certain nombre d'apprenants vont travailler sur pour et contre le vaccin, pro ou anti-vaccin, pro ou anti-pistes cyclables. Et là, ils vont fouiller dans ces sites grand public pour préparer leur travail à l'oral et à l'écrit et pouvoir justement faire ce débat télévisé. Ou bien les sites spécialisés dans les recettes de cuisine, dans les journaux, les médias, le tourisme. On a vraiment cet éventail de sites et ces possibilités sur des thèmes très variés. Alors, quatrième type de ressources, je mettrai en avant les ressources métalinguistiques qui travaillent la phonétique, qui travaillent donc la prononciation, la traduction, les dictionnaires. Donc là, on a des sites comme phonétique.free.fr ou bien Educolingua. Aussi, ce sont des sites précieux qui peuvent travailler le côté métalinguistique. Alors après, si je veux vraiment mettre aussi une cinquième catégorie, je mettrai les ressources que les enseignants commencent à créer eux-mêmes. Parce que vous avez bien sûr, remarqué que les outils, les applications maintenant sont très simples et très faciles à prendre en main et on peut créer nos ressources nous-mêmes autour d'un scénario que nous avons identifié intéressant ou un scénario récent, par exemple la guerre en Ukraine. Voilà, on a envie de vraiment faire un scénario dédié à cette thématique. On va pouvoir créer avec les différents outils que vous connaissez, Learning Apps, Kahoot ou autres. Alors, pourquoi j'ai mis en avant ce type de ressources? Parce que ces applications-là constituent en soi des banques de ressources. Maintenant, comme vous savez, au lieu de créer nous-mêmes la ressource, on peut taper la thématique ou bien un aspect langagier comme le passé composé, par exemple. On peut taper ça sur Kahoot et il va nous proposer une série d'activités déjà conçues par d'autres enseignants et mises à disposition et qui nous permettent juste de les prendre en main, de les modifier, peut-être changer une photo, une question ou un vocabulaire. Voilà, vous pouvez changer cette ressource et vous l'approprier et la diffuser à vos apprenants. Donc, c'est assez intéressant de voir que ces applications constituent en soi une banque de ressources. Là, on va faire le focus justement sur les typologies d'outils et les types d'outils et applications et vous allez voir qu'ils constituent en soi une base de données qui permettent aux enseignants de trouver pour tous les aspects langagiers des exemples en tout cas d'exercices, d'activités ou bien de ressources déjà conçues et prêtes à l'emploi. Alors, je vais mettre maintenant de côté les ressources et je vais revenir plus tard pour vous montrer comment on peut les introduire en classe pour mettre le focus sur les différents types d'outils. Là, on vient de parler des outils qui vont créer les exercices, qui vont créer les ressources. Mais je pense que les enseignants mélangent un tout petit peu les différents types d'outils parce qu'ils sont très nombreux et depuis la pandémie, on a été envahi par une masse d'outils. Parfois même, on change de salle sur 3 ou 4 outils parce que ça bug là, bah, on change là. Et les enseignants, parfois, ils ne distinguent pas facilement les premiers usages de chaque outil. Pourquoi? Parce que la plus grande majorité de ces outils, ils proposent des fonctionnalités communes. Alors, je vous donne l'exemple de Skype, par exemple. C'était des outils de communication comme Skype, Viber, WhatsApp. Ils nous permettent de communiquer. Certes, ils nous permettent de faire un chat sur, par exemple, Messenger. Mais ils ne permettent pas de faire un cours en ligne ou une classe virtuelle en ligne. Pourquoi?
parce que ils n'ont pas les fonctionnalités d'un outil de visioformation à proprement dite, comme Zoom ou Cisco Webex ou bien Google Meet ou Teams. Alors, ces outils-là, ils ont des fonctionnalités de communication, mais les fonctionnalités de visioformation, on a besoin de cette fonctionnalité de partage d'écran, de notes collaboratives, de cette possibilité de diffuser une vidéo pendant le cours, de pouvoir créer des petits groupes. Donc, ce sont des fonctionnalités un peu développées dans ces applications dédiées à la classe virtuelle, comme je viens de le dire, Zoom et Cisco Webex et Teams. Et Global aussi, parce que c'est un outil français. Donc, je tiens à le signaler. Alors, voilà, donc on distingue bien les outils de communication, des outils de visioformation. On distingue également des outils de collaboration. On va voir qu'un outil comme Padlet, qui a été utilisé à grande échelle par les enseignants pendant la pandémie, permet de collaborer, d'inviter les apprenants à co-créer l'information pendant le cours, à co-créer, co-construire le savoir avec l'enseignant. Et ça a été très riche quand même pendant cette période. Et ça fait quand même une fonction de blog collaboratif, voilà, où on peut créer des capsules ou des briques multimédia, audio, vidéo, Snapchat ou bien animation, où on peut intégrer des sites. Voilà, donc ça, c'est des outils de collaboration que je distinguerai encore une fois pour un quatrième type d'outils, les outils d'édition. Alors ça, c'est les outils d'édition étaient il y a 5-6 ans, des outils un peu sophistiqués, difficiles. On avait besoin d'un technicien qui nous accompagne. Parfois même, il y a 10 ans, je me souviens, hein, j'avais ce technicien à côté de moi qui mettait l'écran noir et qui commençait à coder et qui m'impressionnait parce que c'était un geek super puissant devant son écran. Et parfois, je lui demandais, bah, est-ce que tu peux me redimensionner l'image, la centrer? Et bien évidemment, pour lui, c'était un langage HTML, hein. Maintenant, bah, ces geeks-là, ils nous ont rendu service en mettant en place des outils très faciles à mettre à disposition, comme l'outil d'édition Learning Apps, par exemple. Vous avez vu, maintenant, 80% des enseignants l'utilisent très facilement, car il est très intuitif. C'est un formulaire à remplir étape par étape, à le générer et à le diffuser à ses apprenants. Donc, ces outils-là comme Kahoot, alors bien évidemment, vous l'utilisez. Kahoot, c'est la vedette hein, de ces outils-là, de ces applications d'édition. Pourquoi c'est la vedette? Parce qu'il va créer une ambiance de jeu, une ambiance où on va voir qu'il y a une adversité, un gagnant, on va mettre sur le podium le premier avec une médaille. Donc, cette mise en situation, cette mise en scène, elle compte beaucoup pour les apprenants, hein. Et Kahoot, il devient la star de ces outils-là grâce à cette mise en scène. Les apprenants, ils attendent avec impatience le résultat. Et maintenant, Quizlet, il commence à mettre, et Quizzes aussi, et il commence à mettre cette possibilité de faire ce cadre de jeu. On a aussi WordWall, hein, je ne sais pas si vous connaissez, très à la mode en ce moment, mais très contraignant parce qu'il nous propose très peu de canevas vierge. Il nous propose jusqu'à 6 et après il faut payer. C'est vrai que moi j'ai toujours dit aux enseignants de ne pas payer pour justement pouvoir profiter de plusieurs outils en même temps. Alors WordWall, il est très sympa parce qu'il propose une interface de jeu qui peut aller de la labyrinthe à la chasse au trésor ou bien au balloon pop. Enfin vraiment, il y a plusieurs types d'activités ludiques qui permet de varier l'activité, de la rendre beaucoup plus dynamique et c'est vrai qu'elle est attirante, hein. Moi, quand je montre ça aux étudiants en master, ils sont très contents de voir que le cadre change, l'écran change et l'interface, l'ergonomie est très sympa. Donc, il y a WordWall et puis vous connaissez le reste, hein. Il y a Genially aussi. Bon, ce n'est pas un outil d'édition d'activité, mais c'est un outil d'édition de contenu qui rend aussi le travail intéressant. Mentimentor, on a aussi
la digitale ou bien Nearpod. Alors Nearpod est très utilisé aussi, surtout dans le monde anglo-saxon. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Il y a des types d'activités assez intéressantes à prendre en main. Alors, ces outils-là ne sont plus des outils difficiles à prendre en main puisque aussi nous avons la possibilité de faire appel à un tutoriel. Un tutoriel en 3 minutes vous montre étape par étape comment ça fonctionne et ils fonctionnent tous de la même manière. J'ai eu l'occasion de le dire et de le redire. On a 5 étapes à respecter. Euh, euh, Choisir un template vierge correspondant à un type d'activité qu'on souhaite travailler, que ça peut être un texte à trous, un puzzle ou bien un QCM. Voilà, ben, on va pouvoir le renseigner étape par étape en intégrant vidéo, image ou bien synthèse vocale et puis on va pouvoir le sauvegarder, le générer et le diffuser. Voilà, donc ces différents types d'outils d'édition sont assez intéressants, assez variés. Alors sans oublier, donc ça ce sont les outils générateurs d'activités qui permettent de créer l'activité. Mais il y a des outils assez spécifiques aussi qui m'intéressent beaucoup et qui sont aussi utilisés beaucoup par les enseignants, comme les outils spécifiques pour enregistrer la voix des apprenants. Vous connaissez Voki ou bien s'enregistrer et diffuser sa propre voix sur vos carreaux. Alors, il y a aussi cette possibilité de créer des vidéos animées ou des personnages virtuels. Donc là, vous pouvez poser le cadre, vraiment pouvoir faire parler un avatar sur Telagami, diffuser sa voix sur Clipit, donc pouvoir éditer et créer un contenu audio sur Audacity, assez connu aussi, insérer un commentaire audio sur Photobubble ou bien créer un puzzle assez facilement sur Learning Apps ou didactiser une vidéo en ligne sur Edpuzzle. Donc, tous ces outils assez spécifiques pour pouvoir annoter une vidéo en ligne, réaliser une capsule vidéo comme Powtoon par exemple, ou bien réaliser une BD comme Pixton sont assez précieux parce qu'ils nous permettent de faire un usage précis d'une ressource et de pouvoir la didactiser. Alors, ce travail-là est très important dans le cadre du métier de l'enseignant parce qu'il permet à l'enseignant de monter en compétences numériques tous les jours, car à travers ce travail, il arrive à éditer, il arrive à médiatiser, il arrive aussi à couper une vidéo, à annoter, à réaliser une BD. Donc, ce sont des compétences numériques tous les jours qu'on rencontre pendant notre travail. Ou à générer des codes QR, par exemple. Alors, les codes QR nous ont permis d'avoir une accessibilité très intéressante sur ces ressources. À travers le code QR, on peut travailler avec le smartphone sans pour autant avoir un laboratoire multimédia équipé et high-tech. Donc, je rencontre beaucoup d'enseignants qui me disent, Madame, nous, on a la connexion très faible. Bah, là, je leur dis, bah, sortez vos smartphones, on va travailler avec le code QR. Et puis, ça se passe très bien, ils sont très contents. Voilà, donc ces types d'outils, donc là j'ai parlé des outils de communication, de collaboration, de visioformation, des outils d'édition, et là je termine par les outils de diffusion. Car les outils de diffusion vous permettent d'héberger le contenu et le diffuser à vos apprenants. Alors, certains de ces outils d'édition, comme Learning Apps ou Kahoot, constituent en soi non seulement une base de données, mais aussi une plateforme de formation. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir un espace où vous hébergez votre contenu et vous le diffusez à vos apprenants à travers la plateforme Learning Apps, par exemple. Alors, si je parle des outils de diffusion à proprement dit, là, je vais mettre en avant les plateformes de formation en ligne qui sont des applications qui centralisent beaucoup d'outils en même temps, à savoir des outils d'édition, un forum, le forum, un chat, un portfolio, un wiki ou autre. Donc, ces outils ces plateformes de formation en ligne comme Moodle, comme alors celui que Caroline Connect ou bien Google Classroom, ce sont ou Edmodo,
Ce sont des plateformes de formation précieuses qui permettent de faire un travail selon des modalités très différentes. On peut travailler en hybride, entièrement en ligne ou en comodal, sachant que cette partie de comodalité, elle est complétée justement par un travail hors ligne sur les plateformes, sur ces plateformes-là. Alors, ces plateformes de formation en ligne sont intéressantes, comme je viens de dire, parce que vous hébergez le contenu, vous pouvez créer un espace pour l'échange, vous pouvez également ouvrir un espace de dépôt de devoirs, un espace de partage, un espace de collaboration. Ça centralise beaucoup de fonctionnalités et beaucoup d'outils. Alors, voilà, c'est ce panorama très général de ces outils-là. Il faut mettre en avant que quand on travaille avec le numérique, on a besoin de diversifier les supports. C'est ça qui distingue une ressource papier d'une ressource numérique. C'est cette variété des supports et les variétés d'outils. Variété des supports, texte, son, image, vidéo, audio, voilà. Et puis, les variétés, justement, de la ressource compte beaucoup pour l'expérience que l'apprenant va vivre en ligne. Alors, je vais pouvoir conclure en mettant en avant 3 moments de la vie de la classe de FLE où on va introduire des pratiques liées au numérique et en mettant en évidence la plus-value de ces ressources et outils. Donc, on a le moment avant le cours où une grande majorité des enseignants de FLE utilisent déjà les outils numériques pour préparer leurs cours. Création des documents, recherche de support, des fiches pédagogiques et d'activités. Ils travaillent déjà avec une gestion de stockage de documents. Donc là, c'est une pratique quotidienne presque des enseignants de FLE et qui maintenant de plus en plus ont à travailler avec le numérique. Alors pendant le cours, maintenant c'est le deuxième moment, on va voir que la moitié des enseignants utilisent le vidéoprojecteur. S'ils ont des classes bien évidemment équipées pour diffuser des ressources et des contenus, activités, vidéos, documents, audio, images, sites web, voilà. Voilà, la production de contenu multimédia, enregistrement vidéo, rédaction de textes en ligne ou la création des projets multimédia. Ils peuvent travailler sur un journal en ligne. D'ailleurs, il y a un scénario qui m'intéresse en ce moment autour d'un journal, des fake news. Vous faites travailler vos apprenants sur un journal entièrement faux, que des fausses nouvelles, que des fake news, voilà. Et ils vont pouvoir le mettre en ligne, ce journal-là, qui est du pur intox, voilà. Mais ça permet de faire travailler l'écriture créative et ça permet de faire travailler l'écriture collaborative des apprenants. Ils peuvent travailler sur un livre numérique, bien évidemment, aussi. Ils vont pouvoir utiliser des outils pour pouvoir médiatiser ce contenu. Après le cours, on a les enseignants, enfin, assez peu d'enseignants, on dirait un tiers d'enseignants qui va pouvoir utiliser une plateforme ou un espace numérique de travail proposé par leur établissement. Donc, c'est vraiment, parfois, reste sur l'initiative personnelle. Ils vont pouvoir prolonger le cours avec des activités en ligne ou des groupes de discussion sur les réseaux sociaux. Où ils vont pouvoir communiquer avec leurs apprenants en dehors de leur cours. Mais c'est vrai que si cette modalité-là n'est pas imposée dans le cadre d'un cours, par exemple comodal ou hybride, les enseignants ne l'intègrent pas assez facilement. Ils sont quand même assez actifs sur les forums pédagogiques, les communautés d'enseignants. Ils vont collaborer avec leurs pairs pour partager des ressources ou des expériences. Et donc ça, c'est le cas de l'IF-Prof. Mais pour pouvoir entamer un vrai travail, à proprement dit, il faut qu'il soit inscrit dans le contrat pédagogique avant la mise en place d'un stage ou d'un cours. Voilà, j'espère qu'à travers cet épisode, j'ai pu faire un panorama de ce qui existe maintenant et comment on va pouvoir distinguer ces différents types des ressources et des outils. Et j'espère, voilà, je suis à votre écoute pour toute question.
À partir de la prochaine fois, on va pouvoir étudier des scénarios assez intéressants qui travaillent l'écrit et l'oral et on va pouvoir justement faire le focus sur l'intégration de ces outils et de ces ressources à l'intérieur d'un scénario assez complet. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre écoute pour les questions.